Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Viens voir les docteurs, l'émission qui donne la parole aux chercheurs, aux universitaires pour parler des grands enjeux politiques contemporains. Et aujourd'hui, un sujet crucial et qui devient de plus en plus important, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quelles sont ses applications? Y a-t-il du fantasme? Y a-t-il de la réalité? Quels sont les travailleurs qui existent derrière cette intelligence artificielle? Quelle est la nouvelle économie qui existe autour, et puis quelles conséquences pour nous, pour nos vies quotidiennes et pour nos libertés? Ces enjeux cruciaux, on en parle avec 3 invités, 3 chercheurs et chercheuses, 3 entretiens. C'est parti pour ce 3e numéro de Viens voir les docteurs. Laurence De Villers, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir pour cette émission consacrée à l'intelligence artificielle. Vous êtes vous-même professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, et vous avez publié chez Plon en 2017 le livre « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité ». Et c'est précisément ce dont on va parler, les mythes, les fantasmes et la réalité autour de l'intelligence artificielle et des robots. Avec cette première question qui me brûle les lèvres, au fond, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est en fait un domaine très vaste. C'est pour ça qu'on a du mal à le définir. C'est aussi un oxymore, parce que l'intelligence, c'est humain, et artificielle, c'est machinique. Du coup, on est un peu embêté pour l'accolement de ces deux mots. Mon sujet de recherche au sein de ça, par exemple, ce sont les robots émotionnels, et c'est exactement le même fantasme. Robotique étant machine, émotion étant humaine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline, avant tout, qui regroupe un grand nombre de différentes applications et différentes recherches fondamentales sur modéliser les capacités humaines sur des machines, qui pourraient être la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'objets, le dialogue homme-machine, tout un tas d'utilisations qu'on a déjà d'ailleurs dans nos téléphones. Alors voilà, très concrètement. On va arriver un peu partout autour de nous. Ouais. C'est ça la vraie question, en fait, pour que les gens se rendent compte. Très concrètement, dans notre environnement, au quotidien, l'intelligence artificielle, elle est où? Où est-ce qu'on la voit? Où est-ce qu'on la trouve? On la trouve si on veut traduire un texte, par exemple. D'accord. C'est un outil formidable, il va traduire en 32 langues ou dans des langues que vous ne connaissez pas du tout, et on va pouvoir l'utiliser pour interagir entre humains. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà. On va trouver aussi les recherches sur Internet. On cherche une information médicale ou quelque chose qui est important, qu'on ne va pas trouver facilement comme cela, et on a la possibilité d'aller chercher une proposition de plusieurs thèmes qui sont intéressants. Le GPS, c'est de l'intelligence artificielle? Le Waze, surtout, c'est-à-dire qu'il vous propose des chemins, donc il essaie d'optimiser en fonction des travaux, en fonction de l'importance du trafic, de certains trajets. Les objets connectés, on va en parler peut-être un peu plus tard. Les objets connectés, que sont les Google Home et l'accès Amazon, sont pleins de ce que je fais dans ma recherche, c'est-à-dire un système qui est un agent conversationnel, même s'il n'a pas un corps, même si c'est juste une boîte, c'est une enceinte vocale. Ça permet d'analyser le signal, de détecter les mots qui sont présents, d'essayer d'interpréter le sens et d'accéder soit à Internet, soit à une base de données, et enfin de répondre de la même façon par le langage oral. Bon, donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, concrètement, elle est là. Elle est partout. Bien sûr. Elle est partout. Elle est partout sur la toile. Là. Elle est dans vos voitures, elle est dans vos téléphones, dans votre monde connecté. On pourrait citer 6 objets en moyenne que chacun a qui permet d'être connecté à Internet. Est-ce qu'on peut, alors peut-être que vous allez me répondre que ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut expliquer très simplement comment ça fonctionne? Il y a eu plusieurs phases dans l'intelligence artificielle. On a plusieurs algorithmes qui sont proposés. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est une séquence, si vous voulez, d'actions et de calculs pour arriver à un résultat. On part au départ, on prend souvent une recette de cuisine pour parler d'un algorithme, on part des ingrédients et puis on arrive à la mousse au chocolat, voilà, par un certain nombre d'étapes. Donc l'intelligence artificielle est indissociable de la question des algorithmes. Tout à fait. Okay. On faisait en fait des algorithmes bien avant. Est-ce que c'est synonyme? Ah non, bien sûr que non. Parce que les premiers algorithmes sont des choses qui s'enchaînent en séquence sans aucune action de perception de la machine. Okay. À partir du moment où on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout de machines qui ont une perception de leur environnement et qui vont avoir une action qui dépend de cette perception. Elles sont donc moins prévisibles. Ce ne sont pas des automates. Un robot, anciennement, c'était un automate, c'est-à-dire un objet qui fait une séquence d'actions, tout à fait déterminée par l'humain.
Ce qui est très différent avec l'IA, c'est qu'effectivement, dans la robotique, dans ces objets connectés, c'est que l'objet va interpréter le langage, ou interpréter des signes, ou interpréter un programme, et à partir d'un raisonnement, produire une solution. On est maintenant plutôt sur des stratégies de base de données et big data, dont on parle partout, où on fait de l'apprentissage machine sur ces données pour extraire des connaissances. En fait, on n'extrait pas des connaissances, on fait de l'induction à partir des données, donc on part des faits, et on essaie d'arriver à une règle générale, par exemple reconnaître un chat d'un chien sur des images. Ok. Alors, Laurence de Villers, est-ce que vous aimez la peinture? J'adore la peinture. Alors, il y a un tableau que j'aimerais vous montrer. Voilà, il y a ce tableau que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il vous inspire déjà quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le connaissez? Bien sûr. Donc, c'est un tableau qui a été produit par algorithme. Il y a la musique aussi maintenant. On sait produire des tableaux par algorithme et on sait produire de la musique par algorithme. Oui. Tenez, il y a un clip qu'on voulait vous montrer également. Alors ça y est, l'intelligence artificielle, les algorithmes produisent de la peinture, produisent de la musique, ils produisent de l'art. Si on veut avoir une vision un peu simple, on peut dire que l'art, c'est peut-être une des choses qui caractérise l'humanité. Alors ça y est, les robots sont humains? Absolument pas. Ce qu'on sait faire en intelligence artificielle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'induction à partir de faits que l'humain a mis dans la machine, de la déduction à partir de déduction à partir de règles ou de l'induction à partir de données, mais on ne sait absolument pas, la machine en tout cas ne sait absolument pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne comprend rien à ce qu'elle est en train de faire. Donc on peut lui fournir beaucoup de données pour effectivement générer des tableaux, mais ce n'est pas la machine qui va décider à un moment donné que ce tableau-là a une valeur quelconque, soit de nouveauté, soit de richesse de picturale. Alors je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés sur cela, qui moi ne correspond pas à du beau, mais à du curieux. Et donc cet effet, c'est un effet de curiosité et de mode. Parce que ce tableau, je peux le faire à l'infini aussi. Donc c'est pas de l'art, c'est de l'art numérique qui est différent, qui explique des choses, plutôt qu'il ne montre une créativité comme en art pictural sans cette utilisation. Et c'est avant tout un outil. Alors, vous avez prononcé une phrase qui est très importante sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un peu. Vous avez dit « la machine n'a absolument pas conscience de ce qu'elle fait ». Oui. Et justement, moi, et puis je pense une partie de gens qui nous écoutent, on a été nourris avec un imaginaire qui vient de la science-fiction, qui vient notamment des écrits d'Isaac Asimov très tôt, avec sa série de nouvelles sur les robots, qui a donné des films qu'on connaît, par exemple I, Robot avec Will Smith, qui est issu d'une nouvelle d'Isaac Asimov, et puis surtout L'homme bicentenaire avec Robin Williams, qui sont des films dans lesquels une intelligence artificielle, surtout dans L'homme bicentenaire, accède à la conscience d'elle-même. Ce fait-là, concrètement aujourd'hui dans la science, on en est où par rapport à lui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est jamais? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a tendance à toujours comparer avec les facultés de l'humain. On est très loin de savoir faire quelque chose du type de l'humain dans sa complexité totale. Comme pour les voitures, maintenant si je prends les voitures, on parle d'autonomie de la voiture, on parle de différents niveaux d'autonomie. D'accord ? Et de la même façon, pour la conscience, qu'est-ce que la conscience? On va avoir conscience de soi, de son corps, on va avoir conscience de l'espace qu'on va toucher lorsqu'on bouge un bras, on va avoir conscience pour autrui, on va avoir une espèce d'empathie qui nous permet de montrer des sentiments à quelqu'un. On a des consciences de différents niveaux. La morale, d'accord ? La machine, elle a aucune émergence spontanée d'une quelconque conscience. C'est forcément un programme qu'on a mis dedans pour faire émerger des choses. Okay ? Donc déjà, c'est l'humain qui décidera de faire cela. Et en ce moment, il y a des essais. On essaie effectivement au Japon, on essaie aux États-Unis, Google, Facebook, etc. sont friands de ce genre de choses aussi. Qu'est-ce qui pourrait émerger comme espèce de conscience de la machine? Alors, il y a un sujet qui est que la machine peut nous surprendre. D'accord ? Elle peut faire des choses qui nous surprennent. Ce n'est pas forcément qu'elle est consciente de cela. C'est nous qui sommes conscients. On projette tout le temps sur les machines, en fait, des capacités humaines. Ça, c'est un énorme danger. Est-ce qu'elle pourrait nous surprendre en décidant de détruire l'humanité ? Pourquoi ?
cette question. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que, en fait, dans la science-fiction, c'est l'une des grandes peurs bien sûr, de la science-fiction. Et c'est ce qu'on retrouve dans le film Terminator, par exemple, avec l'intelligence artificielle Skynet qui décide tout d'un coup de détruire l'humanité. On l'a dans Matrix, on l'a aussi dans iRobot, où l'intelligence artificielle, une fois qu'elle s'est autonomisée, décide que l'humain est dangereux pour lui-même et qu'il faut donc soit l'éliminer, soit en contrôler la population. Donc ça... Non, mais c'est l'humain derrière qui est dangereux. C'est l'humain qui décide de mettre un programme dans la machine qui va déclencher et qui pourrait tuer l'humanité. C'est là. Le vrai danger, c'est ce qu'on en fait. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une loi qui s'appelle, qui est une loi qui vient d'un chercheur de l'Institut du futur aux États-Unis, qui dit on surcapacite les machines pour le court terme, et par contre on sous-estime les effets à long terme. On sous-estime cela, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement on parle de conscience maintenant des machines, on en est très très loin. Et par contre, les chercheurs et les industriels, la recherche est à la fois publique et privée maintenant, sont en train de mettre des capteurs par exemple sur la peau pour faire une peau chaude qui va réagir tactilement. Sur la peau des robots. Des robots. Et donc, si vous caressez, si vous tapotez ou si vous frappez le robot, ça envoie un signal différent. Et on va essayer de mettre une espèce d'homéostasie qui fait que le robot aura une certaine conscience de son équilibre interne. Et dans cette homéostasie, on va mettre évidemment les curseurs émotionnels que sont la douleur et le plaisir. Et la machine va être construite pour être vulnérable. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'une machine, un robot, au moment où nous parlons, et dans ce que nous pouvons anticiper, prévoir du futur proche ou moyen, la machine fait ce pourquoi elle a été créée. À ceci près que dans ces algorithmes, il y a des parts de hasard. D'accord. Il y a des parts... Alors, il y a à la fois des parts de hasard et à la fois avec le deep learning, ces réseaux de neurones. Moi, j'ai utilisé ça en 92, donc il faut arrêter aussi. Ce ne sont pas des concepts nouveaux. La modélisation du neurone formel date de 43. La plasticité cérébrale et les règles de Hebb qu'on utilise dans ces réseaux de neurones, ça date de 47. Ce qu'on n'a pas à l'époque, c'est la puissance de calcul. Et on n'a pas conscience non plus de l'importance de ces bases de données. Alors justement, donc aujourd'hui, avec les bases de données qu'on a, avec les avancées qu'on a, donc j'ai bien compris, si je vous suis, que le robot conscient de lui-même, le robot qui devient un individu, on n'y est pas. On n'y sera peut-être jamais d'ailleurs. On n'y sera sans doute jamais. On n'y sera sans doute jamais. On n'y sera jamais parce qu'on ne sait pas faire un humain, d'ailleurs parce qu'il y a une part de mystérieux en nous qu'on n'a pas compris non plus. Qu'est-ce que le substrat de la conscience ? Mais, donc, le robot qui devient humain, ça, on n'y est pas. En revanche... Il peut devenir autonome. Exactement, et c'est ce que vous étiez en train de commencer à évoquer. Voilà. Un robot peut être humanisé. Et c'est là où on arrive sur les travaux qui, je crois, sont vos travaux actuels, sur le lien entre les robots, les émotions et les humains. Voilà, donc actuellement, je fais la détection des émotions dans la voix. Et j'essaie de faire des systèmes de dialogue qui prennent en compte donc, les mots qu'on prononce et également là, on les voit inflexions le de la robot voix. Sophia dans l'écran, par exemple. Oui, qui est insupportable parce qu'en fait, il y a une prétention qui est fausse dans ce robot. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout autonome, il est prescripté, précablé pour répondre dans différentes situations. Et donc, il y a un bluff technologique. C'est comme si le monsieur Hanson Robotics s'exprimait à travers sa poupée devant le parterre à l'ONU. Il est également ce robot citoyen d'Arabie Saoudite. Ce qui est insupportable pour l'image des femmes à travers cette machine. Donc, cette espèce de bluff qu'on va trouver dans le marketing technologique par tous ces grands groupes qui commencent à faire des fortunes colossales avec ces objets, moi, m'inquiète parce qu'il faut comprendre qu'il y a une forte manipulation. Et c'est ce sujet-là qui est le mien en ce moment, c'est le nudge. C'est-à-dire une manipulation douce à travers ces machines, à travers le dialogue qu'on peut avoir, et comment on peut faire que des enfants fassent telle chose, qu'un adulte fasse telle autre, qu'il n'avait pas prévu de faire, juste parce que son robot va l'inciter à le faire. Vous pouvez donner un exemple, ça c'est très intéressant, vous pouvez donner un exemple très concret, très précis de la manière dont les robots et le marketing qu'il y a derrière pourraient nous manipuler au quotidien? Alors, sur les robots, on est en avance de phase. Il n'y a pas encore, ça n'existe pas. Ils sont très peu autonomes. Ils ont besoin encore d'électricité. Ils ont des capteurs. Et tout ce que je parlais donc d'homéostasie dans un robot, c'est un sujet d'étude, de recherche. Mais par contre, sur Internet, on voit déjà ça. Quand vous prenez par exemple la décision de trouver un hôtel pour une destination de vacances, vous allez voir une petite ligne rouge en dessous qui va vous dire 15 autres personnes sont en train de regarder la même chose. Ça, c'est une incitation. Ça, c'est du nudge.
Ça, c'est pour pousser la personne à cliquer. C'est souvent le choix par défaut, vous savez. On est, par exemple, beaucoup plus humaniste. C'est un effet de rareté. Un effet de rareté, on a l'impression que les places sont contraintes et donc on clique vite. Mais ça peut être autre chose. C'est l'influence des autres. On vous pousse dans une direction. C'est les pas dans le métro pour suivre les pas. Dans les premiers systèmes, c'est la mouche dans les toilettes qui fait que personne ne va tâcher toutes les toilettes pour les hommes, par exemple. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle ? Non, ça, c'est du nudge. D'accord. Ce que je dis, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, et notamment des systèmes de dialogue ou des systèmes qui vous proposent des solutions marketing sur Internet, qui vont vous proposer d'acheter, on peut nudger. Ça, très facilement. Et on peut aussi influencer tout un tas d'autres choses, politiques, votre façon de penser. Quand je pense à Lil Miquela, je crois que elle s'appelle comme ça, c'est un agent conversationnel qui a une plastique féminine qui est sur Twitter et qui parle aux internautes. Et les jeunes, ça ne les gêne pas du tout de parler à cette machine qui représente des marques, en fait, et qui va pousser à consommer et pousser à réfléchir différemment. Alors là, vous parlez de tout ça en dessinant un futur et un présent, d'ailleurs, qui peuvent ne pas être tout à fait enthousiasmants. Oui. Et vous alertez sur les dangers potentiels. Je sais qu'au Japon, par exemple, en tout cas c'est ce que j'ai entendu que les Japonais travaillaient beaucoup sur la robotique et sur les robots, notamment pour avoir une manière d'encadrer leur troisième âge. Oui. Ça, il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter ? Alors, il y a, dans toute cette histoire, il y a à comprendre quels sont les bénéfices et quels sont les risques. C'est ça l'éthique pour moi. C'est une éthique appliquée et pas philosophique. Et donc à chaque fois, il faut se poser bien la question des limites, des garde-fous qu'on va mettre, sans aller sur la régulation, en tout cas comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de compréhension, ne serait-ce que les concepts qu'on manipule dans l'IA, dans la société en général. Donc moi, je suis pour plus de transparence, plus d'explicabilité sous ces systèmes, plus de loyauté, et qu'effectivement, on ait cette propension à pousser les concepteurs à ouvrir leur système, à expliquer ce qu'ils font. D'accord ? Je trouve ça inadmissible que, par exemple, Google Home ou Alexa Amazon soient chez les gens sans qu'on comprenne qu'elles vous prennent les données, enfin, que les données sont récupérées, que ce système peut changer sans qu'on n'en ait aucune conscience et nous manipuler à la maison. Donc tout ça, c'est extrêmement complexe pour lequel il faut lutter et mettre des règles d'éthique. Et le deuxième point que je voulais soulever par rapport à ces travaux, c'est la coévolution humain-machine. C'est-à-dire qu'on va faire des systèmes qui s'adaptent à nous, qui vont apprendre de nous. On a vu Ty de Microsoft qui devenait nazi au bout de quelques heures. Donc, il risque d'apprendre des choses qui était une intelligence sur Twitter, qui dialoguait avec des tweetos. Et à force de lui poser des questions, elle est devenue... Non, c'est surtout des gens malveillants ou qui se sont amusés en fait, à le piéger. Mais ils ont bien démontré, en tout cas, qu'on pouvait totalement modifier la façon dont la machine pouvait répondre aux gens. Et la machine a découvert toute seule qu'en fait, parler de choses non politiquement correctes, ça faisait parler les gens. Voilà. Donc ça, c'est la créativité de la machine qui est laborieuse et qui n'a rien d'intelligent. Elle n'en a pas conscience. Mais la coévolution humain-machine, c'est que finalement, on va s'adapter à ces machines et on ne s'en rend pas compte. Et alors du coup, puisque vous parlez d'éthique, est-ce que on a dessiné ensemble déjà quelques évolutions qui peuvent être un peu angoissantes. Pour vous, quel serait un horizon heureux de l'intelligence artificielle ? Quels seraient les domaines d'application où on aurait beaucoup à bénéficier tous collectivement de l'IA ? Je pense que c'est la santé, parce que vous l'avez évoqué, donc au Japon, c'est dans une certaine mesure un problème de société aussi, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Et qui ne veulent pas non plus proposer... Il y a une démographie qui fait qu'il faut avoir un vrai problème pour s'occuper du troisième âge. Si je calcule, tout simplement, j'ai une personne que je veux encadrer pour qu'elle reste chez elle. Il faut, à 35 heures par semaine, il faudrait 4 personnes et quelques, disons 5 personnes à plein temps. Sommes-nous capables de faire cela demain ? Non. En plus, ce sont en général les gens qui peuvent avoir des dépressions ou des maladies qui vont être visibles sur le long terme. Donc c'est tout à fait intéressant d'aller essayer de vérifier ce qui se passe. Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il faut trouver un compromis entre la liberté de l'humain et l'aide de ces machines. Merci beaucoup, Laurence de Villers. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour cette discussion passionnante. Merci à vous.
On se retrouve pour la deuxième partie de Viens voir les docteurs. Alors on vient d'explorer l'intelligence artificielle, essayer de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. On s'intéresse maintenant aux conséquences sociales, à l'impact sur la société de l'intelligence artificielle. Et pour cela, on est très heureux de vous recevoir. Antonio Casilli, bonjour. Bonjour. Antonio Casilli, vous êtes sociologue, professeur à Télécom Paris, et vous avez publié en 2019 au Seuil « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Dans ce livre, il y a une formule choc qui, moi, m'a marqué. Vous nous expliquez que l'intelligence artificielle, au fond, elle n'est pas vraiment intelligente et elle n'est pas vraiment artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire par là? Alors d'abord, par intelligence artificielle, aujourd'hui, on entend d'abord évidemment le rêve de la simulation complète des processus cognitifs des êtres humains, mais aussi de manière beaucoup plus banale, un ensemble de produits qui sont déjà commercialisés. Parfois, nous les avons dans nos poches. C'est les assistants vocaux comme Siri, ou parfois c'est installé dans nos salles à manger, comme, encore une fois, les objets connectés. Les voitures dites autonomes font partie de ce vaste domaine industriel qu'est l'intelligence artificielle. Or, pour produire ces dispositifs, on a besoin d'énormément de travail humain, ce qui fait en sorte que ces intelligences qui ne sont pas déjà si intelligentes que ça, parce qu'en fait il s'agit de ce qu'on appelle de l'intelligence étroite, donc et pas de l'intelligence généralisée, parce qu'elles sont capables de réaliser seulement des actions ou des décisions qui sont limitées à un certain domaine, d'abord, donc elles ne sont pas si intelligentes que ça, mais en plus elles ne sont pas si artificielles que ça, dans la mesure où pour les faire fonctionner, pour les calibrer, pour les entraîner, comme on dit souvent, et parfois pour vérifier leur fonctionnement, on a besoin d'êtres humains. On a besoin de personnes qui sont les petites mains de cette intelligence artificielle et qui sont parfois recrutés de manière formelle et parfois recrutés de manière subreptice, en mettant finalement au travail n'importe quelle personne qui serait l'utilisateur de ces intelligences artificielles. On va parler de ça, parce que pour moi, quand j'ai préparé cette émission, une intelligence artificielle, c'était un algorithme, peut-être une grande base de données dans laquelle l'algorithme pouvait aller piocher. Donc l'intervention humaine derrière, c'était un ou plusieurs êtres humains qui viennent programmer mon algorithme, et puis ensuite je me disais qu'il fonctionne tout seul. Et vous nous dites que pas du tout, que derrière l'intelligence artificielle, il y a une armée de travailleurs, et même une armée de travailleurs pauvres. Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment sont-ils recrutés? Quelle est leur fonction? Alors, derrière l'algorithme, il y a des données, donc pour produire ces énormes masses de données, des données qui sont nécessaires pour entraîner l'algorithme, pour apprendre à l'algorithme à faire ce qu'il promet de faire, on a besoin de personnes qui génèrent ces datas. Parfois, ces personnes sont recrutées via des plateformes spécialisées. Je pense à Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk est une plateforme qui a été lancée sur le marché il y a une quinzaine d'années, en 2005-2006, par Jeff Bezos, et la finalité ultime de cette plateforme, selon la description de Jeff Bezos même, était de faire de la artificial intelligence, de la fausse intelligence artificielle. C'est basé sur la métaphore du Turc mécanique, qui était un joueur d'échecs robot du XVIIIe siècle, à l'intérieur duquel se cachait un être humain. Et donc le même principe s'applique aujourd'hui aux intelligences artificielles commerciales, qu'on a encore une fois chez nous, dans notre quotidien, parce que à l'intérieur de ces robots virtuels, finalement, se cachent des personnes. Des personnes qui sont-ils, et elles surtout, c'est des micro-travailleurs et des micro-travailleuses recrutés via des plateformes spécialisées. Ils réalisent des micro-tâches, c'est-à-dire des fonctions, des missions qui ne durent que quelques minutes, parfois quelques secondes, et qui sont très très faiblement rémunérés. Je parle de quelques centimes, voire à la limite vraiment quelques dollars. Mais très concrètement, les tâches en question dont vous parlez, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire en quoi ça consiste? L'exemple typique, c'est enregistrer des échantillons de voix pour enseigner aux assistants vocaux à reconnaître la voix humaine ou des phrases d'usage courant. Ou il y a énormément de ça, de la reconnaissance d'image. C'est-à-dire que si vous êtes un micro-travailleur, on vous présente l'image captée
capté par un véhicule autonome et vous devez faire du détourage, c'est-à-dire de dessiner le contour d'une voiture, je ne sais pas, une signalisation stradale et ainsi de suite. Donc c'est du travail à la chaîne, mais derrière un écran. C'est du travail à la chaîne dans la mesure où, en effet, c'est la logique du taylorisme poussée à l'extrême, mais en même temps, c'est quelque chose qui est fait, oui, parfois derrière un écran chez vous, et parfois c'est même un micro-travail qu'on peut réaliser, qu'on voit réaliser dans nos rues, dans nos villes. Parfois, il y a des personnes qui doivent se rendre dans des commerces pour prendre des photos de produits dans des bacs pour ensuite entraîner des algorithmes de recommandation de portails de commerce électronique. Donc, encore une fois, on a besoin de générer des données et on a besoin d'annoter ces données. Ce travail, il est délocalisé ou il a lieu aux États-Unis, en Europe ? Les deux. En fait, il y a énormément d'études qui ont montré depuis 2010-2013 qu'il y a des flux internationaux de data et de microtâches qui en gros, partent des pays en voie de développement ou émergents. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde, mais aussi du Pakistan, de la Malaisie, du Venezuela, plus récemment, qui est un pays, qui, pour des raisons politiques et économiques, se retrouve aujourd'hui à être l'un des fournisseurs les plus importants de travailleurs, de micro-travailleurs, en fait. Donc, il y a des effets de délocalisation et qui en gros, renvoie à des dynamiques de globalisation, de mondialisation. Mais il y a aussi énormément de personnes qui travaillent en local. Dans notre enquête sur le microtravail en France, on a au fait estimé à 266 000 le nombre de microtravailleurs en France, qui est énorme. Et pourquoi on est arrivé à cette conséquence, à ce résultat? C'est parce qu'on a aujourd'hui besoin d'entraîner des intelligences artificielles qui parlent français ou qui connaissent le contexte français. Entraîner un GPS qui doit reconnaître les rues de Paris ou de Lille, vous avez besoin de recruter quelqu'un à Paris ou à Lille pour avoir une connaissance qui soit adaptée au contexte local. Ou encore, pour entraîner une assistante vocale qui parle la langue et même avec l'accent et avec les tournures de phrases de chaque région de France, vous avez besoin de recruter des personnes à chaque région de France. Alors, vous venez de parler de 266 000 personnes qui travailleraient sur ce micro-travail du clic en France. Alors, dans le contexte de chômage qu'on connaît, on pourrait être tenté de s'en réjouir, mais avant de s'en réjouir, moi j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est payé comment et c'est payé combien? Alors, c'est payé mal, peu, et de manière assez aléatoire. Les personnes qui micro-travaillent sur des plateformes spécialisées sont grosso modo payées à la tâche. Donc c'est un retour en arrière du point de vue vraiment de l'encadrement social et de la protection sociale de ces travailleurs, un retour au XIXe siècle, à l'époque du marchandage, qui entre-temps a été interdit. Mais en même temps, là, vous avez un discours tout à fait rassurant de ces plateformes qui vous disent mais non, au contraire, c'est des freelances, ces personnes-là, c'est des partenaires, c'est des entrepreneurs. Parfois, ils sont encadrés comme des auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Toujours est-il qu'ils n'ont aucune protection sociale, ils n'ont aucune certitude d'avoir ce même micro-travail demain et surtout, dans certains cas, ils n'ont aucune certitude d'être véritablement payés à la fin du processus. C'est pourquoi, par exemple, l'une des enquêtes les plus intéressantes qu'on a réalisées cette année, c'était sur les forums dans lesquels ces micro-travailleurs s'échangeaient des preuves de paiement pour être certains en gros, être payés à la fin du processus. Donc, il n'y a aucune certitude d'arriver à gagner même ces quelques centimes d'euros. Alors, est-ce qu'une des différences, alors c'est une question naïve que je pose, parce que vous expliquiez tout à l'heure qu'une des tâches, ça peut consister par exemple à faire du détourage ou à faire de la reconnaissance. Bon. Sur Internet, quand on se promène de temps en temps pour vérifier qu'il y a bien un être humain derrière un écran et qu'on n'est pas nous-mêmes un robot, on vous demande de faire ce qu'on appelle un CAPTCHA. C'est-à-dire il faut cocher une case « je ne suis pas un robot » et puis ensuite reconnaître des passages piétons par exemple. On est d'accord que ça, en fait, sans le savoir, on est nous-mêmes un travailleur du clic et on produit nous-mêmes de la donnée pour une intelligence artificielle. Bien sûr.
sûr. Et là, vous ouvrez en effet un champ de possibles et surtout une énorme controverse au centre de laquelle je me retrouve depuis des années, c'est-à-dire est-ce qu'on peut qualifier même nos usages quotidiens comme du digital labor, du travail du doigt, du travail du clic. Ma réponse est oui. Certains collègues disent au contraire que non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est un travail qui n'est pas reconnu en tant que tel par les travailleurs même, c'est-à-dire par les travailleurs usagers que nous sommes. Toujours est-il que ce travail est nécessaire pour produire de la valeur. Donc la première caractéristique, voilà, on produit de la valeur à chaque fois, par exemple, qu'on répond à un CAPTCHA. L'exemple classique, bon, CAPTCHA existe depuis une dizaine d'années. Google a inventé un type particulier de CAPTCHA qui s'appelle ReCAPTCHA. Et déjà en 2008, Google le définissait comme du travail des foules, c'est-à-dire une manière de mettre des foules d'utilisateurs au travail. Pour faire quoi ? Pour retranscrire au début des morceaux de phrases et ensuite pour reconnaître des images, soi-disant pour montrer qu'on n'est pas un robot. Parce qu'un robot a déjà essayé de ressoudre, de lire ces phrases ou de reconnaître ces images de chatons ou de voitures, et il a échoué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois que nous, êtres humains, on désigne telle voiture ou on retranscrit tel mot ? On enseigne à ces robots à faire ce qu'ils font. Donc, en gros, on est en train d'entraîner ces robots exactement comme les micro-travailleurs. Sauf que nous, on n'est pas payés. Et Google, de ce point de vue-là, encore une fois, avait été d'abord extrêmement clair sur le fait qu'il s'agissait du travail dont la rémunération était purement symbolique, jusqu'au moment où ils ont pris une action en justice en 2015 dans l'État du Massachusetts et ils ont failli devoir requalifier des centaines de personnes en travailleurs, en employés. À la fin, le juge a donné raison à Google, mais en même temps, Google a décidé d'être un peu plus souple et surtout un peu plus discret sur ce type de travail. Mais on est face à ça dans notre quotidien. Même le fait de liker ou de partager quelque chose sur Facebook aide les algorithmes de recommandation de contenu de cette plateforme. Ou le fait de mettre des hashtags, donc d'étiqueter des tweets ou des images sur Instagram, et c'est encore une fois le même travail que les micro-travailleurs réalisent pour quelques centimes, et nous, on le réalise pour 0 centime. On se dit, à la limite, qu'une rémunération presque nulle de quelqu'un qui est payé 1 centime, voire moins dans certains pays du monde, et quelqu'un qui est payé 0 centime, c'est presque la même chose. En fait, c'est terrible parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on va de mal en pis. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à l'origine, on a un droit du travail qui s'incarne dans des contrats de travail qui sont protecteurs pour les travailleurs. Les grandes entreprises, en l'occurrence Google, Amazon, réussissent à s'en abstraire en faisant appel à des travailleurs freelance qui sont rémunérés au clic, quelques centimes, sans aucune protection sociale. Et ces travailleurs freelance se retrouvent, si je vous ai bien compris, menacés par une menace encore plus terrible. C'est nous-mêmes, notre servitude volontaire, pour reprendre le livre de la Boétie, nous-mêmes qui sommes prêts finalement à mettre ces travailleurs au chômage en faisant leurs tâches gratuitement. Alors, en même temps, il n'y a pas de concurrence entre des personnes qui réalisent un travail gratuit et des personnes qui réalisent un travail presque gratuit parce que c'est micro-travail et donc micro-rémunéré. Parce que normalement, il s'agit de tâches qui demandent un niveau de qualité et d'attention différente et surtout pas pour les mêmes plateformes. Toujours est-il que si on regarde Google, voilà, il y a certaines tâches qui sont véritablement confiées à des micro-travailleurs. C'est le cas classique de, vérifier la qualité des résultats du moteur de recherche Google. Derrière cela, il y a une plateforme spécialisée de propriété de Google qui s'appelle WriterHub. Sur cette plateforme, des micro-travailleurs regardent ce que vous et moi avons cherché sur le moteur de recherche et évaluent si la réponse apportée par l'algorithme, entre guillemets, correspond à ce qu'on cherchait véritablement. Donc la mauvaise nouvelle est que, peut-être il n'y a pas cette concurrence directe entre micro-travailleurs et travailleurs gratuits, mais en même temps, il y a des problèmes sérieux de violation de la vie privée. Parce que, en gros, tout ce qu'on laisse, tout ce qu'on communique, et même tout ce qu'on cherche dans les moteurs de recherche, est en réalité regardé, retranscrit, scruté, parfois écouté par des micro-travailleurs.
Alors moi, il y a 2 dernières questions très précises que je me posais en vous écoutant. La première, vous me parlez de centaines de milliers, peut-être même de millions de micro-travailleurs derrière leur écran un peu partout dans le monde. Et puis derrière, on sait que derrière l'intelligence artificielle, il y a des serveurs, il y a même des fermes entières de serveurs. Et donc la question qu'on se pose tout de suite, c'est celle de l'impact écologique de cette nouvelle activité humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Le coût est énorme et on commence à l'estimer. Alors pour ce qui concerne la partie de entraînement des intelligences artificielles, qui est donc celle que j'étudie sous l'angle du travail, récemment, une étude du MIT a montré que l'entraînement d'un algorithme de deep learning, qui est l'une des techniques de l'intelligence artificielle, coûte, du point de vue de son empreinte carbone, l'équivalent de 5 voitures. 5 voitures, c'est-à-dire tout le cycle de vie de 5 voitures, voire l'équivalent de la production de carbone d'un être humain de 56 ans. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez énorme qui interroge ces technologies qui sont constamment présentées comme des technologies qui n'ont pas un coût, sur l'environnement, mais justement cela nous pousse aussi à dire vraiment il faut regarder les modalités de production de ces technologies. Regarder justement le travail nécessaire, le travail humain nécessaire pour faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à la limite, moi j'ai une vision qui est un peu cynique et qui consiste à la voir comme une espèce de puppet, de marionnette qui est manipulée par des êtres humains derrière. Et ces êtres humains ne sont pas les ingénieurs, sont les micro-travailleurs. Mais derrière, il y a aussi la question de quelle est la matière première pour produire ces pantans, ou alors produire ces technologies. Et là, on se rend compte que le coût est énorme par-delà ce qui est nécessaire pour l'entraînement des algorithmes. Il faut aussi regarder, par exemple, les matières premières qui sont utilisées, par exemple, pour les batteries des smartphones, des véhicules autonomes et des assistants vocaux. Et là, on se rend compte qu'il y a des fils rouges qui connectent un utilisateur aux États-Unis ou en Europe et un ouvrier en Bolivie qui travaille le lithium à partir du salar du Uyuni, qui est l'un des endroits les plus riches en lithium de la planète. En fait, c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'il y a des problématiques attachées à l'intelligence artificielle que chacun connaît. Le fantasme de Skynet et de Terminator, d'une intelligence artificielle qui nous détruirait, et puis la problématique de la protection des données individuelles. Mais là, en fait, vous nous expliquez qu'il y a d'autres questions qu'on aborde beaucoup moins, mais qui sont cruciales. La protection sociale des travailleurs qu'il y a derrière, d'une part, l'empreinte écologique, et on a l'impression que finalement, l'intelligence artificielle, si elle nous détruira, c'est à cause de son empreinte carbone, beaucoup plus qu'à cause d'un super robot qui voudra détruire l'espèce humaine. Et j'ajouterais aussi une troisième, c'est la question justement de la gouvernance des données, donc, et aussi la question de la vie privée. Ces données, ce sont des données souvent à caractère personnel. Et il y a souvent des personnes qui ne sont pas autorisées à les écouter ou à les traiter, qui les traitent. Alors ça, c'est précisément la question qu'on verra avec notre troisième invité. Mais avant, je ne résiste pas à vous poser une dernière question. Je sais que vous avez travaillé sur la voiture autonome. Récemment, il y a eu une collision avec une voiture autonome, un accident. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique-là ? Alors, là, c'était un cas assez classique de panne fatale, parce qu'il y a eu malheureusement un accident mortel qui a dévoilé au monde entier l'existence de travailleurs invisibilisés de cette voiture soi-disant autonome. Parce qu'on a vu les images enregistrées par la voiture de Uber une seconde avant de renverser une personne qui traversait la route la nuit. Mais on a vu aussi l'image une seconde avant l'impact depuis l'intérieur de la voiture. Et là, on découvre que au lieu du chauffeur, au fait, il y avait une personne qui semblait être endormie ou distraite. En fait, c'était un opérateur de conduite qui regardait sur un écran le parcours de la voiture. Et c'est un élément extrêmement intéressant parce que c'est l'un des travailleurs d'un véhicule soi-disant autonome. Donc, il y a une personne qui est assise à la place du chauffeur, mais qui n'est pas qualifiée par Uber en tant que chauffeur. On l'appelle un opérateur de conduite. Mais derrière cela, il y a aussi encore des dizaines de milliers de personnes qui regardent
tout ce qui est enregistré par une voiture autonome. Une voiture autonome est un capteur sur roue. Donc, il capte grâce à un dispositif qu'on appelle un lidar tout l'environnement. Donc, finalement, des personnes qui passent, des voitures, des panneaux de signalisation et ainsi de suite. Et pour faire cela, il faut que derrière, des microtravailleurs reviennent toujours à eux et à elles, regardent, analysent, traitent ces données-là. Une nouvelle illustration de ce que l'intelligence artificielle, au fond, est peut-être pas si intelligente et surtout pas si artificielle que cela. Merci beaucoup, Antonio Casilli. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. On se retrouve pour la troisième partie de Viens voir les docteurs, toujours consacrée à l'intelligence artificielle, après avoir examiné comment elle fonctionne, ce qu'elle est, après avoir envisagé les conséquences sociales sur les travailleurs du clic qui se cachent derrière l'intelligence artificielle. Il est temps de se poser une question, et nous, et notre vie quotidienne, en quoi est-elle impactée par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle nous promet des lendemains heureux ou au contraire, un futur cauchemardesque? Et pour en parler, on est heureux d'accueillir Félix Tréguer. Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS. Vous êtes l'un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, qui est une association qui lutte pour les libertés des citoyens sur Internet. Et vous venez de publier chez Fayard « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet ». Première question, on a beaucoup parlé d'algorithmes, les algorithmes qui sont au cœur de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conséquences des algorithmes sur notre vie quotidienne? En quoi ces algorithmes sont-ils présents dans notre quotidien? Ils sont présents dans de nombreuses applications qu'on utilise au jour le jour. Ils conditionnent la visibilité des informations sur les réseaux sociaux, les recommandations qui nous sont faites sur nos parcours dans l'espace public lorsqu'on se déplace et qu'on demande à Google ou d'autres entreprises de nous guider sur la route. C'est presque infini dans ces usages. Et alors, il y a une expression qu'on entend parfois, qui est celle de gouvernance des algorithmes ou de gouvernance par les algorithmes. Et ça veut dire quoi, ça? Je pense qu'on assiste à un moment où beaucoup des bureaucraties qui nous gouvernent, et des bureaucraties privées, commerciales, les grandes organisations, les grandes entreprises, comme les services publics, sont en train de recourir de manière toujours plus poussée aux algorithmes pour fonctionner. Là où avant on avait des procédures peuplées d'êtres humains dans ces organisations souvent très hiérarchiques, là on remplace les hommes par les machines au sein de ces organisations. Et je pense que du coup ça va avoir des effets à long terme assez importants auxquels on est déjà confronté. Par exemple, Parcoursup et les mobilisations contre un outil comme Parcoursup pour placer les étudiants, les bacheliers en l'occurrence, voilà, c'est la Parcoursup, donc, qui est la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur au terme du baccalauréat. Exactement. Je sais que Pôle emploi travaille un algorithme aussi pour favoriser le placement des demandeurs d'emploi. En tout cas, c'est l'ambition du projet. Et je crois que en fait, dans ce mouvement, il y a déjà beaucoup de problèmes avec toutes ces bureaucraties auxquelles on est confronté au jour le jour. Et peut-être qu'on va assister à une étape supplémentaire dans les formes de déshumanisation induites par ces grandes organisations, à la mesure qu'elles recourent de manière toujours plus poussée à ces machines pour nous gouverner. Vous parlez de Parcoursup, vous parlez de Pôle emploi. On a vu l'émergence de l'IA à un moment donné dans le débat public où on ne l'attendait pas forcément. C'était l'an dernier, au moment du grand débat national. Il y a eu plusieurs chercheurs qui travaillaient sur la démocratie délibérative, moi y compris, qui ont alerté en disant « Attention, vu la plateforme que vous êtes en train de construire, vous aurez beaucoup de mal à lire les résultats, à comprendre ce que veulent les citoyens. » Et ce que nous répondaient les membres du gouvernement, à l'unisson, c'était « Rassurez-vous, il y aura une intelligence artificielle. » Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Ils avaient raison, ou est-ce qu'il y avait derrière une petite filouterie? En fait, je ne sais pas s'il y avait une filouterie, mais je pense que ça renvoie à un espèce de biais qui est vraiment civilisationnel, qui renvoie vraiment à notre culture et les idéologies dans lesquelles on baigne, où cette idée que la technologie va permettre de répondre à des problématiques fondamentalement politiques. Et en tant que chercheur, mais aussi militant travaillant sur Internet, je fais partie de gens qui ont beaucoup cru à ces utopies-là, à cette idée que Internet, en l'occurrence, allait permettre de démocratiser l'accès aux médias, la liberté d'expression, refonder un peu la démocratie. Et c'est pas le cas? Mettre plus de délibération. Et je pense qu'après 10 ans de ces combats et 10 ans de recherche, non, je pense que le constat de plus en plus partagé, me semble-t-il, c'est celui qu'en effet, les formes de pouvoir très anciennes, liées au capitalisme, liées aux États, sont en train de reprendre le dessus et de tuer un peu cette utopie, ces utopies-là. Et peut-être que c'est une bonne chose, en fait. Peut-être que, ce faisant, on peut réinvestir un discours plus lucide sur la technologie et tenter de la remettre à sa place. Mais effectivement, croire que l'intelligence artificielle va suffire à mettre en forme un débat démocratique et que ce type d'outil
et en fait appelé à occuper un rôle vraiment central dans les dispositifs de participation politique. Je pense que c'est assez inquiétant. Il y a une revendication quand on parle des liens entre la politique et les algorithmes, précisément dans Parcoursup, sans doute qu'on aura le débat pour Pôle emploi, et puis l'an dernier autour du grand débat. Il y a une revendication qu'on entend souvent, c'est le fait de dire, si vous utilisez des algorithmes, pourquoi pas, mais on veut qu'ils soient open source. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce qu'il y a plein de gens, dont moi, qui ne savent pas exactement ce que ça recouvre. Et puis, est-ce que ça suffit comme revendication? En fait, ce genre de revendication, au-delà du caractère open source, ça renverrait au fait que le code est ouvert. Ouais. Le code est ouvert, on peut l'étudier, on peut le distribuer, se le réapproprier, le transformer, le rediffuser. Ça renvoie en fait aux valeurs fondatrices du logiciel libre. Cette idée qu'on écrit des programmes comme on construirait un bien commun librement partagé, utilisable par tous. Mais dans le débat sur les algorithmes, on entend en effet souvent parler de transparence ou d'éthique des algorithmes, d'auditabilité. Cette idée qu'on peut étudier leur fonctionnement, voir comment ils fonctionnent. Et en effet, ça peut être une manière de les critiquer, mais il faut se rappeler que ça suppose des compétences techniques assez poussées, que même certains des ingénieurs qui travaillent sur les systèmes d'apprentissage machine expliquent qu'ils ne savent pas expliquer en fait, les résultats produits par les dispositifs qu'ils mettent au point. Et donc je pense que ces approches procédurales, disons, qui visent un peu à aménager ces algorithmes et à travers tout un tas de procédures à les inscrire dans un cadre de régulation ad hoc, je pense qu'elles ont une efficacité limitée et que l'histoire en fait, de ces 40 dernières années d'informatisation le montre. C'est-à-dire que dans les années 70, au début de l'informatisation de nos sociétés, il y avait déjà, comme aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, des peurs très répandues dans la société par rapport au monde du travail et au fait que les machines allaient remplacer les humains déjà, par rapport aux questions de surveillance d'État induites par ces nouvelles machines. Et la réponse à l'époque, ça a été la création de la CNIL en 1978, la création des premiers cadres juridiques pour protéger les données personnelles. Et c'était déjà cette idée que, c'est vrai, l'informatique est une technologie très puissante, elle a des utilisations qui posent des problèmes politiques très graves, attentatoires aux libertés publiques, aux droits sociaux, on en parlait tout à l'heure avec Antonio Casilli. Mais grâce à tout un tas de mécanismes et de procédures, on arrivera à aménager, par le droit notamment, ces technologies et leurs usages. Et je pense que ces 40 dernières années ont montré qu'en fait, on était assez peu capable collectivement de protéger les valeurs démocratiques, les libertés publiques, face à ce processus d'informatisation. Et pour ne prendre qu'un exemple sur lequel moi je travaille beaucoup, celui de la surveillance des communications, la CNIL, elle a été encore une fois créée notamment à partir de scandales liés à la surveillance d'État, les premiers fichiers interconnectés au niveau gouvernemental. Aujourd'hui, on est à l'ère de la surveillance big data, en grande partie automatisée, où toutes nos données sont susceptibles d'être collectées par des agences, les GAFAM et des grandes entreprises, mais aussi les services de renseignement à des fins de surveillance d'État. Et la CNIL et le droit n'a pas su empêcher ce développement-là. Alors, on va revenir sur ces questions éthiques qui sont cruciales. Mais d'abord, pour conclure sur le dossier politique, directement politique, il y a eu un dernier moment dans les mois qui ont précédé, dans les mois précédents, il y a eu un dernier moment où on a parlé d'intelligence artificielle. C'est au moment du vote de la loi contre les contenus haineux en ligne, qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors, c'est une loi qui semble plutôt être une bonne idée, et puis protéger les citoyens, les individus contre le cyberharcèlement. Donc, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Mais le prix à payer pour avoir un signalement qui soit beaucoup plus facile des contenus haineux, c'est d'avoir derrière une intelligence artificielle des algorithmes qui déterminent si le contenu est effectivement haineux. Ça, est-ce qu'il faut s'en réjouir en se disant qu'on protège les individus, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter en se disant que potentiellement il y a, je dirais, une frontière commune avec la censure qui peut commencer à inquiéter? Non, mais clairement, moi, je pense que, en fait, si on a une définition large de la censure comme l'invisibilisation d'une expression publique, quelle qu'elle soit, c'est clairement de la censure. La question, est-ce que c'est une forme de censure qui est légitime, qui correspond à un abus de liberté d'expression sanctionné par le droit? En France, c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui définit les frontières juridiques de la liberté d'expression et donc définit les abus de liberté d'expression susceptibles d'être sanctionnés. Les discours de haine en font partie depuis les années 70, le racisme, le sexisme et l'incitation à la discrimination. Et c'est une bonne chose que d'avoir ça dans le droit. Après, se pose la question de la manière dont on les applique. Et au lieu de ce legs libéral au sens du libéralisme politique de la Troisième République, qui était la loi de 1880, très imparfaite à plein d'égards, mais qui posait ce principe fondamental dans un état de droit, c'était cette idée que c'était l'autorité judiciaire qui protégeait la liberté d'expression et appliquait, jugeait du fait que là, on était dans le cadre d'un abus. Et là, on est en train d'assister à travers ces discussions, à travers ces projets de loi,
qui concerne aussi, il y a un règlement au niveau européen sur la censure de l'apologie du terrorisme, qui propose les mêmes mécanismes où en fait les GAFAM, ces grandes plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Google et d'autres acteurs de ce type, se voient forcés en effet de mettre en place des filtres automatiques fondés sur des techniques d'intelligence artificielle qui travailleront en lien avec ce qu'on appelle les travailleurs du clic qui sont appelés à juger en moins de 2 secondes de savoir si telle ou telle photo est conforme ou pas aux conditions d'utilisation. Et de plus en plus, ces espèces d'assemblages homme-machine qu'ont mis au point les GAFAM pour leurs propres motifs, c'est-à-dire notamment censurer par exemple sur Facebook les poitrines féminines parce qu'on estime que ça ne plaît pas aux annonceurs, par exemple. Ces assemblages-là sont en train d'être cooptés par les États à travers ces projets de loi. Et donc, au lieu d'avoir une autorité judiciaire qui défend la liberté d'expression et décide de ses limites, on est en train de confier ce travail-là à des algorithmes, à des assemblages hommes-machines publics-privés très opaques, qui s'accompagnent d'une extrajudiciarisation, donc d'un recul des libertés publiques. Et en plus, au-delà de ça, je veux dire, lorsqu'il y a un procès et qu'on juge de savoir s'il s'agit d'un discours de haine ou d'un outrage au président de la République, le fait que ça se tienne devant un juge dans un tribunal, il y a une forme de publicité qui permet aussi de contester la norme ou son application qui paraîtrait abusive. Et là, quand on confie ces mêmes politiques de censure à ces assemblages hommes-machines, la capacité à contester ces décisions devient quasiment illusoire. Et donc là aussi, il y a un grave problème politique. Alors, vous venez de parler du rôle des GAFAM, principalement en l'occurrence Google, Amazon et Facebook. C'est la question suivante que je voulais vous poser. Je vous la pose de manière naïve. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur Google et que je fais une requête, les résultats qui sont proposés ne sont pas des résultats absolus, abstraits, c'est des résultats qui sont adaptés à moi, adaptés à mes recherches précédentes. Ça me permet de gagner du temps, ça me permet de me garantir que s'il y a un site qui me plaît, sur lequel je vais souvent, c'est lui qui va ressortir plus vite dans ma recherche Google. C'est une bonne chose, non ? Mais en fait, je pense que c'est l'un des problèmes fondamentaux que l'on a face à ces nouvelles technologies extrêmement puissantes. C'est ce que certains ont appelé la dictature de la commodité. Le fait que ce soit pratique, en fait. Et il y a une espèce d'attrait irrésistible de ces technologies presque magiques qui, effectivement, nous facilitent le quotidien, etc. Et en même temps, lorsqu'on regarde comment elles s'intègrent à ces dispositifs de pouvoir qui nous gouvernent et qu'on comprend leurs effets systémiques, au-delà de notre petit cas personnel, individuel, je pense qu'on a des raisons de s'inquiéter et peut-être de se poser la question de savoir si, ce faisant, en étant fasciné et conforté par tous ces petits gadgets et ces applications très pratiques, on n'est pas en train aussi de participer à construire un système politique fondamentalement contraire aux valeurs démocratiques qu'on est censé chérir. Je veux dire, c'est très pratique en effet de gagner 5 minutes sur un temps de trajet parce qu'on a demandé à une intelligence artificielle de nous montrer le chemin. Mais en fait, peut-être qu'on est, c'est pas ça la liberté. Enfin, là, c'est très différent. Et je pense que c'est François Sureau, un avocat là, qui vient d'écrire un essai Sans la liberté, un petit tract très court, mais qui saisit bien, je pense, le moment historique dans lequel on est. Et lui, il trouve que, il compare. Il est né en 57 et il compare un peu notre société contemporaine de l'époque qu'il a connue. Alors, il y a plein de choses qu'il y aurait à redire, mais j'aime bien l'idée, je trouve le constat assez juste de cette idée qu'il y a une perte de référence et de culture démocratique. Et je crois que dans la manière dont on essaye de négocier un petit peu le bien et le mal, le pour et le contre vis-à-vis de ces technologies, et c'est vrai aussi au niveau des institutions comme la CNIL qui est censée protéger notre droit de la vie privée. Je trouve que on est dans une situation de perte de repères et on ne sait plus très bien même qualifier et parler de ce qu'on est en train de perdre à mesure que notre monde s'informatise et qu'on épouse ces dispositifs de pouvoir. Il y a une question en lien à ça qui revient souvent et une expression qui est en train de passer dans le langage commun, c'est l'existence de bulles de filtre. Mm-hmm. Le fait qu'avec les algorithmes, Internet, que ce soit d'ailleurs Google ou Facebook ou Twitter, Internet nous expose de plus en plus à des opinions qui sont déjà les nôtres et donc nous renforce dans ce que nous pensions auparavant. Et ça, c'est généralement critiqué en disant que c'est un biais sur le débat public et c'est finalement perdre l'opportunité pour chacun d'entre nous, éventuellement, de pouvoir changer d'avis en étant exposé à des informations dont on ne dispose pas déjà. Et en même temps, moi, quand j'entends cet argument, qui me semble être un argument fort, je pense à la Troisième République, au moment où les citoyens s'informaient principalement par la presse, et où la presse était principalement une presse d'opinion, et où, au fond, le journal que vous l'achetiez parce que vous saviez qu'il était déjà à peu près d'accord avec vous. Est-ce qu'on est revenu vers un espace public qui était celui de la fin du 19e, du début du 20e siècle, ou est-ce que les bulles de filtre sur Internet posent un problème spécifique ? Il faut savoir que déjà, à la fin du 19e, la presse d'opinion est en train de se faire dépasser par une presse populaire qui recourt à la publicité pour faire baisser le coût du tirage et le vendre moins cher, et donc on est déjà dans une forme de massification des médias et tout un tas de problèmes que ça pose, et qui ressemble en fait à certains égards à la manière dont Internet, avec l'émergence de ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance et la collecte en masse de données pour
prédire nos comportements d'achat, notamment pour vendre des publicités ciblées. Ça ressemble un petit peu, je trouve, il y aura un parallèle à faire entre la manière dont la presse populaire se met en place autour de la publicité et les effets politiques que ça induit. Sur les bulles de filtre, en fait, c'est l'incarnation je crois que moi, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Je remonte au XVe siècle pour voir comment l'État a régulé les moyens de communication et comment ces questions sont posées à travers les siècles, à travers les contextes historiques, à travers les contextes technologiques aussi. Et je pense qu'on retrouve à chaque fois des motifs très similaires qui s'incarnent dans un paradigme technologique nouveau. Et la bulle de filtre, en effet, on peut effectivement prendre le cas de la presse d'opinion où on était déjà en fait consommateur d'informations, lecteur d'informations, qui étaient souvent en affinité avec nos propres croyances. Moi, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, elle est plus, et pour revenir aussi à la question des discours de haine, c'est qu'on a tous migré vers ces plateformes gigantesques, où à la fois, à travers leur forme de régulation algorithmique de l'espace public médiatique, on a tendance à être enfermé dans des bulles de filtre en effet, et en même temps, on est sur ces plateformes ouvertes aux 80 à plein d'égards, où des gens aux identités politiques complètement différentes des nôtres peuvent venir nous agresser, et c'est pour ça qu'on voit sur les réseaux sociaux des formes de discours de haine, de discours violents, et évidemment, ça pose problème. Peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est de revenir à des formes plus communautaires, en fait, d'organisation de la parole publique et du débat. Peut-être qu'on a besoin de se réapproprier des infrastructures techniques dans lesquelles on est aussi maître des règles qui gouvernent nos échanges et des règles en termes de prise de parole, en termes de format de parole. Et c'est, je pense qu'un des enjeux politiques autour de la régulation d'Internet, c'est de ménager dans le droit des espaces qui nous permettront de quitter ces plateformes qui pillent nos données et s'accompagne de tout un tas d'effets pervers, censure automatique, surveillance commerciale, fake news et compagnie, en nous exposant aussi à ces gens aux identités très adverses qui peuvent venir nous agresser sur ces plateformes. Et donc recréer des sphères de sécurité, quelque part, pas des safe spaces tout à fait. En fait, on pourrait choisir d'être soit dans un safe space avec des règles très, très strictes sur les prises de parole et les discours admis ou non admis, ou alors des espaces beaucoup plus ouverts qui, au contraire, pourraient, par exemple, décider d'encourager la confrontation d'opinions différentes. Mais je pense qu'en fait, il faut penser l'espace public dans sa pluralité et essayer de concevoir la manière dont, à travers les outils qu'on utilise et les règles qu'on se donne, on peut jouer sur cette pluralité en fait, de formats pour répondre à tout un tas de besoins divers. En fait. Alors, dernière question, et vous l'avez abordée à plusieurs reprises, qui est la question de la surveillance et qui nous amène à quelque chose qu'on est en train de voir émerger en ce moment, qui est la thématique des smart cities, les villes connectées. C'est en train d'arriver en France, vous en parlez bien. C'est déjà le cas en Chine. Deux questions. Où en est-on en France? Est-ce qu'on a ça devant nous? Et est-ce que ça pose problème? Bon, clairement, on parle beaucoup du cas de la Chine comme un cas extrême et on joue un peu à se faire peur. Et en fait, en réalité, en effet, en France, on voit ces technologies vidéosurveillance automatisée, dont l'une des applications est la reconnaissance faciale, des formes de police prédictive. Ces choses-là arrivent également sur le territoire français. La Quadrature du Net a lancé une campagne de recherche-action participative qui s'appelle Technopolis, CE à la fin, .fr, où on essaye de coordonner comme ça des groupes citoyens répartis sur le territoire dans les différentes villes où des projets de ce type sont en train de voir le jour. Et oui, il y a un vrai enjeu à documenter la mise en place de ces techniques parce qu'effectivement, c'est en Chine, mais c'est en train d'arriver en France aussi. Est-ce que ce n'est pas juste une bonne manière de garantir plus de civilité dans nos rues? Non, je pense que la civilité, là encore, ce n'est pas la technologie qui permettra de la mettre en place. C'est des formes de contrôle social qui sont dignes d'un État totalitaire et dont on ferait bien de se garder. Merci beaucoup, Félix Tréguer, et merci pour l'avertissement que vous lancez. Merci. Merci.